Salut à tous et bienvenue dans Long Live le débrief. Une semaine sur deux avec David Ordonneau. Nous revenons sur les points forts, les points clés de l'épisode précédent. L'interview d'une experte de la grand-parentalité, c'était Sophie Gaillet qui a créé cette newsletter Grand Mercredi avec aussi tous les réseaux sociaux qui vont avec. C'était un épisode émouvant. Moi, j'ai été transportée. J'ai souvent eu les larmes presque qui me sont montées parce que c'est un sujet que j'affectionne particulièrement. J'ai un rapport très fort avec la grand-parentalité, que ce soit ma grand-mère ou mes parents maintenant qui sont grands-parents. Donc on va revenir là-dessus. Et toi, comment est-ce que tu l'as ressenti? Toi aussi, tu as été ému, je le sens. Ouais, je me rappelle très bien du moment où on a tous failli pleurer, puis on en reparlera justement, c'était une anecdote. Mais alors c'est marrant parce que du coup, tu me poses cette question, mais je réfléchis en t'écoutant. Moi, j'ai pas connu mes grands-parents, ou très peu. D'aucun côté? Non, d'une part parce que soit ils avaient décidé de mourir, soit non, mes deux grands-pères par exemple sont partis alors que j'étais très jeune, j'avais 4-5 ans. Et j'étais assez peu proche de mes grands-mères parce que leurs enfants, donc mes parents, étaient peu proches de leurs propres parents. Donc ils n'ont pas eu une place dans ma vie déterminante du tout. Néanmoins, j'ai adoré cet épisode parce que j'ai trouvé que le grand-parent, et on en parlera, mais pour moi c'est le grand truc de cet épisode, est une clé de voûte hallucinante et qui permet de lire ton histoire et l'histoire de ta famille comme aucun autre membre finalement d'une cellule familiale. Parce que comme tu le disais, il interroge ton rapport à tes parents, il te remet dans ta condition d'enfant, il te remet dans ta condition de parent aussi quand tu vois tes grands-parents interagir avec tes enfants si t'en as. Bref, c'est une espèce de colonne vertébrale, de clé de voûte qui te permet d'envisager ton rapport finalement à ton passé, ton avenir, tes enfants, tes parents, quel enfant tu es, quel genre de parents sont. J'ai trouvé ça dingue. Ouais, c'était vraiment très enrichissant. Il y a eu aussi malgré tout quand même ce sujet de la non-grand-parentalité qui était aussi fortement bien sûr. incarné. Donc Alors, si je reprends une petite note, vous avez dit, c'était bien parce que Sophie, elle a apporté plein d'éléments et notamment plein de chiffres. C'est un rôle qui se prépare. Devenir grand-parent, ça se prépare et elle a insisté là-dessus pour celles et ceux qui nous regardent et qui s'apprêtent à l'être et à le vivre certainement comme un heureux événement. Pas toujours, on en reparlera aussi. Mais parfois des gens qui n'ont pas du tout envie de l'investir et qui s'en foutent total et pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, si on veut s'y préparer, c'est possible. On peut s'organiser. 35% des grands-parents vivent à distance, ça c'est une chose qu'il faut prendre en compte et ne peuvent pas suivre au jour le jour la vie de leur famille. Donc c'est une donnée avec laquelle il faut faire avec ça. Déjà d'une part il y a ça. Tout à fait. Donc en gros, dès l'annonce en fait, il faut préparer quels grands-parents on va pouvoir être en fonction de là où on habite, de sa santé, de sa disponibilité, de son envie aussi. Et donc, elle a quand même parlé de deuxième mode de garde. Enfin, en gros, c'est la deuxième façon de faire garder ses enfants, c'est les grands-parents avec 9 heures par semaine en moyenne. Moi, ce chiffre les grands-parents en moyenne en France s'occupent 9 heures par semaine de leurs petits-enfants. C'est fou, enfin, c'est énorme. 30% des grands-parents sont à la sortie de l'école au moins une fois par semaine. Un grand-parent sur 3. 22 jours de vacances par an chez les enfants sont passés en plus de ces 9 heures. En plus des 9 heures par semaine. Donc, je sais pas toi, mais alors moi, je me fais entuber. Moi aussi, il y a des factures qui sont pas réglées. Total. Alors après, j'ai quand même de la chance d'avoir une mère qui s'occupe beaucoup de mes enfants avec beaucoup de temps. Je suis pas sûre qu'on soit à 21 jours, mais peut-être pas loin. En tout cas, quand ils étaient un peu plus petits. En revanche, c'est 9 heures par semaine, clairement pas du tout. Puisque moi, mes parents habitent loin. Mais c'est vrai qu'avec mon mari, on l'avait ressenti, en fait, dans nos amis. Des couples d'amis qui avaient des grands-parents très proches, très disponibles, était beaucoup plus facile, surtout au début de la parentalité, donc de leur propre rôle de parent, avaient vraiment beaucoup plus de facilité que quand les grands-parents sont loin. Donc après, il faut prendre conscience de ce rôle énorme que tu peux avoir en tant que grand-parent, si tu es loin, pas loin, et même après, si tu veux fonder une famille, te rapprocher, si c'est un projet de vie possible, d'un des couples de grands-parents, ça peut aussi être très déterminant. L'influence est folle, en tout cas. L'influence que ça a sur le quotidien est folle. Tout à fait. Et donc, il faut savoir que quand on devient grand-parent, potentiellement, on peut apporter ça et créer finalement une autre énergie, une autre dynamique dans sa propre parentalité. Parce que devenir grand-parent, c'est aussi se dire...
tiens, bah, je vais t'aider. à fait. Et l'effet est immense. 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 Et donc, c'est pas du tout une aide financière. Ouais, on n'est pas du tout dans Non, je de parle pas de ça, l'argent. mais je parle de est-ce que tu as besoin On de peut que je- transmettre de la sérénité et une aide énorme à ses enfants dès lors voilà, qu'on est assez présent en grands-parents. Donc, ouais, c'est une énorme différence qu'on Ouais, peut et faire. ça veut dire que on a un potentiel d'aide et d'impact positif sur la vie de nos enfants en devenant grands-parents qui est considérable. Mais il faut, et vous en avez parlé très rapidement, trouver la bonne distance. Sophie dit que les grands-parents doivent en fait se créer un univers. Les grands-parents, c'est pas les parents, c'est pas l'école, ils doivent avoir C'est leur pas le univers. soutien scolaire. Exactement, ils doivent avoir leur univers avec leurs petits-enfants. Et la friction qui vient souvent, et on la connaît, entre un grand-parent et un parent, quand il dit « Ah, mais pourquoi tu leur fais faire ça ?» ou « Machin, ah non, à la maison, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. » Il vient quand il y a friction entre les univers. Donc en fait, ce qui se passe avec les grands-parents, en gros, doit rester avec les grands-parents. Et réciproquement, les grands-parents doivent laisser faire leurs enfants avec leurs petits-enfants. Et en revanche, quand on confie nos enfants à nos parents, on doit les laisser gérer. Faut pas trop s'en mêler. Pas du tout, Ni même, de l'un pas ni du de tout, l'autre. attends, pas du tout, ouais. Tout en restant dans la communication sur les bases fondamentales. Mais oui, c'est vrai que c'est Toi, t'as hyper tiqué intéressant. là-dessus un peu. C'est-à-dire, Sur l'idée de se dire, en fait, ce qui se passe chez les grands-parents, en fait, on doit pas trop... oui, tu vois, regarde, par exemple, la semaine d'avant, on avait eu donc cette interview de Rivka De Paz, micronutritionniste, qui nous parle d'alimentation très variée. Donc, imagine si tes enfants passent quand même pas mal de temps chez tes parents ou beaux-parents qui n'ont pas du tout ce rapport avec l'alimentation variée et qui vont, être beaucoup plus... J'ai noté ce que tu as dit, on va voir si tu reprends le même exemple. par les danettes, les trucs comme ça. Les yaourts, Les trashos. liégeois. Les Les yaourts yaourts trashos, les liégeois vanille, là. Lucille Woodward. Avec la fausse chantilly par-dessus ou des céréales ultra sucrées parce que comme ça, t'es sûr qu'ils mangent le matin un petit déjeuner. Eh bien, on ne dit rien. Et voilà. Et donc ça, c'est pas facile. Et c'est vrai que donc voilà, moi j'ai aussi lâché. Donc c'est vrai que chez mes parents, mais je les adore. Hein, voilà, on sait très bien, ça se passe très bien. Mais il y a beaucoup de Nutella chez mes parents. Et donc c'est Nutella à volonté le matin. On ne dit rien. On ne dit rien. Non, mais c'est Parce ce que que dit c'est Sophie. pas non plus Elle dit énorme. finalement, ça change rien. Oui. C'est pas les 3 tartines de Nutella qui vont s'envoyer. Préférez pas le Nutella parce que l'huile de palme, tout ça, donc nocciolata ou je sais pas quoi, mais c'est un bon enfant. Mais ça change rien en fait. C'est pas ces 3 tartines qui vont s'envoyer chez tes parents. Et toi, tu vas créer du stress, et tu vas créer du Oui. conflit, et tu vas. Oui. Enfin, pour rien. Voilà. Pour rien finalement. Donc cohérence cardiaque et amour filial, tout Voilà. simplement. Ça, c'est pour les parents. Donc, quand on confie nos enfants à nos parents, on dit rien. Ils font ce qu'ils veulent, c'est leur truc, et on le respecte. Et on n'a rien à dire. En revanche, ce qui est intéressant aussi, c'est ce que vous avez dit aussi, c'est que les grands-parents, et ceux qui nous regardent ou nous écoutent, doivent aussi comprendre certaines choses de leur époque. Et vous avez pris un exemple qui était très intéressant, qui est le siège auto. Eh oui. À l'époque de nos parents, on l'a vécu tous les deux, nous, on dormait sur la banquette arrière, on mettait pas des ceintures, et tout ça, et tout ça. Et donc aujourd'hui, nos parents pourraient se dire « Oh là là, mais qu'est-ce que vous en faites too much pour la sécurité des enfants ?» Oui, mais c'est ainsi que vont et se font les choses aujourd'hui à notre époque. Et elle a dit Exactement. qu'il était important que les grands-parents, eux, respectent aussi ce truc de c'est comme ça, c'est l'époque qui veut ça. L'époque est à la sécurité, eh bien, on la suit. Et en même temps, ça sauve aussi des vies. Enfin voilà, c'est pas que juste Bien l'époque sûr, qui était bien à la sécurité. C'est-à-dire que dans les années 80, il y avait beaucoup plus de morts sur les routes qu'aujourd'hui. Et heureusement qu'on a ces sièges Bien sûr. auto. Mais c'est vrai qu'il y a l'exemple des ces parents qui disent « Oh là là, réflexes de nous, on ceinture n'avait de pas tout sécurité. ça. T'as fait. Et pour autant, regarde, et il t'est rien arrivé. » Exactement. Bah ouais, mais enfin bon. Oui, oui. Donc les grands-parents doivent suivre aussi le truc et quelque part aussi ne rien dire sur ce que les parents mettent en Impose place. ou en tout cas le cadre qui est mis. Exactement. J'ai bien aimé, on se parlait de ce truc de préparer sa grand-parentalité. Elle a donné un tips que j'ai trouvé extrêmement intéressant et très joli à la fois. Écrire une lettre pour dire ce qu'on attend de son rôle. Ça va du petit nom qu'on aimerait se voir donner à l'idée qu'on se fait du grand-parent qu'on a envie de devenir. Écrire une lettre finalement à son petit-fils ou sa petite-fille qui est peut-être même pas encore arrivé, qui est peut-être encore dans le ventre de sa fille ou de sa belle-fille, voilà, pour lui dire, eh bien voilà, tu vas arriver, moi je vais être
tel grand-parent. Je pense que déjà le dire, l'écrire à soi-même, c'est important, ça nous aide à se projeter. Et ça peut même être un joli cadeau. De dire, bah voilà, moi j'ai envie d'être, ça va me faire chialer. Tel grand-père. Moi aussi, j'ai envie d'y aller, d'en parler là. Tu vois, il y a un truc très émotionnellement chargé. Ouais, de l'écrire. On pourrait même le faire en tant que parent finalement. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est très fort et en même temps, ça demande une communication avec ses enfants et son beau-fils ou belle-fille. Mais là, on se parle d'écrire une lettre déjà. Oui, mais tu vois, par exemple, si tu veux ensuite, parce que bon, le petit enfant qui va naître, il va avoir 0 ans ou 6 mois, il va pas la lire. Donc, si tu veux, il faut la faire lire à la belle-fille ou à ton fils. Oui, mais ça peut être déjà pour soi. Cette lettre, tu l'écris pour toi d'abord. Oui. En tant que le oui, mais grand-parent. Si tu veux que le message passe, tu vois, et que la relation s'installe. Ah ouais, toi, t'as vu le truc de manière. Moi, je me suis dit, c'est déjà une lettre qu'on écrit pour soi. Je vois qu'il faut avoir un rapport de communication avec son fils ou sa fille, son beau-fils, sa belle-fille, enfin là, le conjoint de ta fille ou ton fils, déjà très qualitatif pour que tout ça puisse se mettre en place. Et donc, ça demande déjà d'avoir un entonnoir, un cocon familial de communication. Ah, mais parce que tu l'as entendu comme ça, c'est marrant. Ah oui, moi, je l'entends comme... parce que... Moi, pour moi, cette lettre, tu l'écris pour toi. En tant que grand-parent, et pour plus tard, ton petit-fils ou ta petite-fille. Mais pas du tout pour... Mais pour que ce soit mis en place, il faut que tu en parles. Pour moi, c'est pour moi, c'est déjà tu fixes ton cadre dans cette lettre, mais après, du coup, il faut aussi en parler du coup à ton fils, ta belle-fille. Et donc ça, pour que toi, ta vision de grand-parent soit adoptée par ton fils, beau-fils... Il faut quand même avoir un cadre familial très, très fort, de grande... Il faut que la communication existe, en tout cas. Oui. Et c'est pas toujours le cas. Et c'est pas toujours le cas. Et vous avez parlé du petit nom. Vous avez parlé du petit nom, qui est un symptôme, en fait. Quel petit nom on aimerait se voir donner et qu'on choisit pas toujours. Je vais t'appeler mamie, je vais t'appeler papy. Moi, je sais que mon père, il buguait au début. Il disait, il n'y a pas moyen qu'il m'appelle papy. Bon, au final, il l'appelle Bernard et ça me fait bien marrer parce que du coup, ça montre bien la distance qu'ils ont avec leur grand-père. Quel est le défaut de Bernard? Bernard. On va t'appeler par ton prénom, en fait, comme le voisin. Voilà, ça t'apprendra. Du coup, il n'y a aucun affect dans cette histoire-là. Mais c'est vrai que le petit nom, c'est quelque chose qui cristallise pas mal de trucs. Et nous-mêmes, et tu as réagi, on rebaptise nos parents. Elle, sa mère, elle l'appelle Mammouth désormais. Parce que c'est le nom que sa petite fille donne à sa mère. C'est ça. Donc c'est vrai que même moi maintenant, quand je vois et... Comment tu voudrais qu'ils t'appellent, toi, tes petits enfants? Oh, je m'en fous. Tu t'en fous? Ouais. Mamie, ça m'ira très bien. Ouais. Ah ouais, j'adorerais. Mamie Lucille. Même. Ah ouais, super. Ouais, c'est chic. Non, moi vraiment, je m'en fiche. En fait, j'ai plus... Alors le petit nom pour moi, c'est vraiment un détail. J'ai plus, entre guillemets, peur ou d'anxiété vis-à-vis de cette communication que je vais réussir à avoir peut-être avec mes enfants plus tard. Est-ce qu'ils accepteront que j'ai envie de prendre un rôle, mais pas trop? Et tu vois, j'ai pris... Vous allez aller chez ma migraine, vous savez, celle qui vous fait... Ma migraine, mais très bien. Ma migraine germée. Mamie légumes. Mamie Elsie. Oui. C'est beau, Mamie Elsie, j'adore. Donc oui, et tu vois, et je me mets aussi à la place de mes parents qui ont par exemple mon frère qui habite à l'autre bout du monde. Ouais. Parce que c'est le cas, il habite en Malaisie. Comment tu fais pour prendre ce rôle? Ça a été très très dur pour ma mère, par exemple, de l'accepter. Et donc... voilà, est-ce que nous, on ira suivre nos enfants s'ils vont vivre, par exemple, en Angleterre Donc, voilà, se pose vraiment tout un monde comme ça. Moi, je suivrai personne, ça, j'en suis sûr, ça, c'est sûr. Alors que mon mari et moi, clairement, on ira suivre nos enfants. On y est déjà... Mais les enfants ne voudront peut-être pas. Peut-être pas, justement. Donc, tu vois, alors, comment tu poses ce cadre? Eh bien, je sais pas. Mais c'est les enfants qui décident, non? Mais non, mais par exemple, tu vois... Je me dis après, est-ce que j'aurai la force, la santé, l'énergie de pouvoir, si jamais un de mes enfants habite à l'autre bout du monde, aller passer 3 mois à l'autre bout du monde pour pouvoir mettre ce lien familial. Mamie pot de colle, en fait. C'est mamie, elle dit, là, c'est mamie pot de colle qui débarquerait pour 3 mois. Ouais, mais par exemple, je le vois, mes parents le font par exemple avec mon frère, sont capables d'aller passer quand même 1 mois en Malaisie. Ouais. Donc faire 1 semaine, puis ensuite voyager 1 semaine pour pas être trop lourd, revenir 1 semaine, revoyager un peu, tu vois. Ouais. Et donc c'est beau, et ça demande une énergie folle de la part de grands-parents qui ont plus de 75 ans. Et c'est quand même ça possible. doit maintenir dans une dynamique super. Exactement. Donc voilà, il faut envisager ça, et donc
très vite, finalement, dès que tes enfants sont plus grands. Préparer, comme tu dis, cette relation parents, enfants grands, pas encore parents eux-mêmes, tu vois. Il faut avoir ce lien très fort et cette force aussi de l'envisager. Il y avait quelque chose justement par rapport à ce que tu dis là auquel je n'avais pas pensé, que vous avez traité très rapidement, ce sont les familles recomposées. Énorme sujet. Quand tu refais ta vie, entre guillemets, avec quelqu'un et que tu as déjà des enfants avec cette personne, que deviennent les beaux-parents de cette première personne? Comment ils s'investissent dans la vie ou pas? Elle a dit un message plutôt positif, d'ailleurs Sophie a été plutôt positive de manière générale. Elle a dit que souvent les enfants apaisaient les tensions, permettaient aux familles de se retrouver, que les anciens grands-parents communiquaient plus facilement. Et il y a un autre truc aussi, c'est qu'il y a des grands-pères solos qui arrivent aussi, c'est-à-dire que il y a des grands-parents qui sont plus, qui peuvent être aussi isolés. Et elle dit que les grands-pères notamment, du fait d'être parfois seuls désormais, s'impliquent beaucoup plus et investissent beaucoup plus leur grand-parentalité que s'ils avaient été en couple. Exactement. Donc, tout ça, c'est encore une fois de la communication extrême. Et alors, imagine, avec des divorces qui peuvent parfois être compliqués, tu vois, des charges émotionnelles ultra fortes, comment est-ce que tu arrives à négocier tout ça? Ça demande de prendre une hauteur sur les relations interpersonnelles énorme. Mais ce qu'elle dit, c'est que c'est quand même, ça se fait. Et ça se fait. Et elle observe que ça se fait bien aussi. Alors à tous les gens qui regardent et qui disent « Ah oui, aujourd'hui les familles c'est plus que… » Parce que moi j'ai pensé à tout ça. Il y a tout un truc, la famille c'est quand même un schéma qui peut être extrêmement traditionnel, qui est souvent vu comme le ciment, parfois même comme le ciment d'une vision nationale. On pense à ces mauvais slogans qui rappellent des mauvaises heures. Travail, famille, patrie. Il y avait quand même famille au milieu de ce qui aujourd'hui, nous on parle de liberté, d'égalité, de fraternité. Ils peuvent être rejetés aujourd'hui justement pour ne pas avoir ce cadre imposé. Traditionnel, un peu rance. Voilà. Là, on prouve qu'en fait, avec des nouveaux schémas, avec parfois des schémas qui sont perturbés, parce que personne n'a envie de se séparer, on ne se met pas en couple et on ne fonde pas une famille dans l'idée de se séparer en général. Et ben même avec ça, c'est quand même 50% des cas. Ouais, mais même avec ça, ça peut fonctionner. La grand-parentalité trouve dans ces nouveaux schémas aussi sa place. Et c'est extrêmement rassurant, je trouve que ça fait du bien d'entendre ça. Et tu peux aussi du coup voir ce rôle de grand-parent comme un peu une sagesse. Exactement. Et aussi un recul qui cimente et qui permet de faire le lien finalement avec des autres relations qui sont plus conflictuelles et un peu dans le rejet de l'un et de l'autre. Sans que ce soit conflictuel. Effectivement, après un moment, il y a de la distance dans les couples séparés, même s'il n'y a pas de conflit. Et ben le grand-parent, les grands-parents resédimenter tout ça, créer du lien. Je trouve ça très chouette, quoi. Et elle dit qu'elle l'observe ça. Donc ça fait du bien. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on vieillit mieux entouré de ses petits-enfants. Et ça revient toujours à cette idée des blue zones, de l'utilité qu'on a tant qu'on est une personne âgée. Plus on vieillit en âge, plus il faut qu'on ait encore cette utilité sociétale. Et en effet, il faut vraiment laisser de la place aux personnes âgées dans un rôle autour de la jeunesse. Que ce soit les grands-parents ou les voisins, etc. Mais en effet, on a aussi ce rôle de les inclure en fait dans notre quotidien. Moi, ce que j'adore dans cette idée-là, et c'est le cœur de ce podcast, et c'est ce que j'entends depuis le tout premier épisode de ce podcast que tu as imaginé, et avec les gens que tu reçois, c'est… Il y a un truc dans la vie qui est la circularité. Moi, je crois vachement à ça. Le Roi Lion, Circle of Life. C'est pas pour rien. Non, mais c'est pas pour rien. Là, tu es en train de dire que pour les personnes âgées, si elles vivent entourées de leurs petits-enfants, elles sont stimulées, elles vieillissent beaucoup mieux. Le fait d'être entouré, c'est ce que disait Perla Servan-Schreiber, premier épisode de ce podcast. Le fait d'être entouré en vieillissant et entouré par des gens plus jeunes que soi, c'est une arme énorme pour améliorer sa longévité. Et dans cet épisode que tu as sur la grand-parentalité avec Sophie Gaillet, vous dites aussi que les enfants qui vivent entourés de leurs grands-parents se structurent différemment. C'est un apport, c'est une richesse, c'est une différence de point de vue et d'expérience qui est extrêmement stimulante et riche. Le cercle, il est là. Tout le monde se stimule dans cette histoire quand on crée du lien. Les grands-parents, les petits-enfants et forcément ceux qui sont au milieu, nous, les parents.
Tout à fait. C'est trop beau. Trop beau. C'est vraiment très très beau. Et ça remet aussi un peu un rôle, voilà. C'est presque obligatoire. Ouais. Donc arrêtons de rejeter voilà, toutes ces idées comme ça de famille, même si c'est pas parfait, même si c'est pas exactement les grands-parents qu'on aimerait avoir, etc. Il faut leur redonner ce rôle, recréer ce lien et parfois aussi forcer un peu la machine. Pour qu'ils le prennent. Et obliger un peu les grands-parents à voir leurs petits-enfants ou les petits-enfants à aller voir leurs grands-parents. Il faut aussi un peu forcer cette machine parce que ça crée de la vie. De forcer, en tout cas, stimuler et expliquer en quoi ça a de l'intérêt, en quoi c'est une richesse. Ah, mais je vais pas voir mon grand-papa, mon grand-mère. Ouais, mais il y a des trucs à dire, il y a des trucs à partager, il y a des trucs à faire. Et on en arrive à ce truc qui nous a foutu la larme à l'œil, cette anecdote. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est une question que tu as posée et que je trouve extrêmement pertinente. C'est qu'est-ce qu'on fait quand on vieillit encore plus ? Parce que là, on se parle de la mamie gâteau, super. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on commence à être fatigué et que s'occuper des enfants, c'est difficile ? Et ben elle a un truc qui est radical. Elle dit rendez-vous utile. Voilà. Vous pouvez peut-être pas vous occuper des enfants, vous n'avez peut-être pas la force de faire tout ça, machin, mais vous pouvez faire des petites choses. Et elle a parlé de cette dame qui repassait du linge et qui en fait avait trouvé l'idée de se dire eh ben en fait moi je peux peut-être pas, mais je peux encore repasser du linge. Et donc je fais le tour, je récupère du linge de mes enfants pour repasser leur linge et celui de mes petits-enfants et je ramène du linge. Et non, pour être plus précis, c'est une dame qui n'avait pas de petits-enfants et qui faisait ça avec ses voisins. Et qui les soulageait et qui voulait se rendre utile. Cette petite dame âgée, il trouvait une stimulation, se trouvait utile et rendait service aux gens et ça créait comme ça un cercle, encore une fois, d'entraide et de dynamique hyper belle, belle. Se rendre utile. Et ça aussi ouvre un peu la conversation sur le fait de ne pas avoir peur des personnes beaucoup plus âgées. Voilà, même si elles sont beaucoup moins capables de faire plein de choses. Faut pas avoir peur de même juste aller les voir et de juste être dans un lien. Et notamment aussi avec les enfants qui sont petits, parfois aussi ils ont un peu cette appréhension avec des personnes beaucoup plus âgées, donc il faut vraiment recréer ce lien. C'était aussi très très beau. Je vois vraiment mon exemple de ma grand-mère à moi, donc l'arrière-grand-mère de mes enfants. Et c'est vrai que mes enfants tout petits avaient un peu peur. Parce que tu vois, elle a vraiment un visage très ridé, toute petite, avec une voix particulière. Et en fait, voilà, de forcer un tout petit peu ce lien et d'avoir ce moment où elles font des crêpes toutes les deux. Ça dure finalement une demi-heure, mais voilà, pour eux, c'est quand même un moment qu'ils ont partagé. La petite mamie, elle faisait ses crêpes comme ci, comme ça. Et c'est quand même des moments très, très forts qui l'a maintenue, elle aussi. Bien sûr. Envie de savoir que dans 2 mois, il y aurait la visite de ses petits-enfants franco-britanniques ou de son petit-fils qui habite en Malaisie qui vient quand même. Il arrive dans 2 mois, donc il faut qu'elle tienne. Et tout ça, en fait, ça prolonge. Les arrière-grands-parents ont besoin de faire partie du quotidien. C'est ce que vous avez dit. Et faire partie du quotidien, ça ne veut pas forcément dire être là tous les jours, mais être inclus, impliqué dans ce que la famille vit. Par exemple, vous avez parlé d'envoyer par courrier des photos, des cartes postales, de recevoir une petite lettre. En fait, moi je me le dis souvent vis-à-vis de ma mère par exemple. On a créé par exemple un fil WhatsApp, nous dans la famille, à l'origine. Ma maman a eu des problèmes de santé à une époque et on avait créé ce fil WhatsApp uniquement pour envoyer des photos des enfants. Donc mon frère et moi, qui avons chacun des enfants, on pouvait lui envoyer des petites photos de notre quotidien et de ses petits-enfants. Et ça lui a été un apport de joie et d'énergie considérable. Une arme, ce fil WhatsApp. Tout à fait. Et donc, il faut renouer avec ce truc, en fait, de les inclure, de les impliquer. Tout à fait. D'envoyer plein de petits messages. Absolument. Et c'est vrai qu'on peut se laisser emporter, finalement, dans son quotidien, le tourbillon de la vie. Ça passe. Le nez dans le guidon, ça passe. Les week-ends, un anniversaire, une fête avec des amis, une copine qui reste dormir à la maison. Et puis, hop, t'as pas appelé ta mamie. Et donc, en fait, voilà, les coups de fil, les petites photos. Vous avez parlé d'une période aussi à laquelle tu es peut-être plus confronté, moi pas encore en tout cas, c'est l'adolescence. Que faire quand on est grand-parent d'adolescents ? Parce que c'est bien gentil de trouver sa place quand les enfants n'ont pas trop à dire ou ne pensent pas trop. Mais quand ils sont ados et qu'ils sont déjà peut-être parfois en conflit avec leurs parents, pas facile d'être grand-parent de ça. Ce que vous avez dit et ce qu'elle a conseillé, Sophie Gaillet, c'est de se recentrer sur l'enfant, sur son terrain, sur ses passions. Grands-parents, si vous avez un enfant adolescent,
eh ben, intéressez-vous non pas à ce que vous avez envie de partager avec lui, mais pour que le lien subsiste et qu'il se densifie, il faut s'intéresser à ce que lui fait, à ses passions. Et c'est là qu'on est encore une fois dans l'adaptation, puisqu'elle nous dit au début, le grand-parent, justement, c'est l'univers du grand-parent. Et donc finalement, si tu as un papy passionné de randonnée, eh ben, il va aller faire le gosse va faire de la randonnée avec son papy dans tous les sens de la région où il habite. Et ensuite, au moment où l'enfant passe adolescence, c'est plutôt là aux grands-parents pardon, de s'adapter à l'enfant. Et si donc l'ado est passionné de foot, de, je sais pas moi, des chaussures à la mode ou de handball, eh ben, il faut l'accompagner dans ce cas-là à des matchs de handball ou voilà, d'aller voir des expositions sur les baskets à la mode, etc. Ouais. Pour repasser à nouveau du côté plus de l'enfant. Donc, ça demande aussi de l'adaptation. Et en plus, toi, tu es un grand-parent qui vieillit. Donc, au début, tu as peut-être 60 ans, et puis après, tu as plutôt 70, 75. Et tu comprends et un peu moins le... Voilà, ça demande un travail à nouveau. Et c'est ça qui te permet aussi de rester en vie, connecté au monde réel et actuel. Et comme dans toute relation humaine, finalement, il y a toujours un moment où il faut un peu travailler cette relation. Et ce moment de l'adolescence, c'est peut-être le moment où le grand-parent doit un peu se mettre au travail. Alors, ça paraît antinomique parce que souvent, on dit c'est aux jeunes de s'adapter. Non. Si on veut que le lien existe, si on veut aussi être aimé, machin, il faut donner des raisons aux plus jeunes, aux adolescents en l'occurrence, de nous aimer en tant que grands-parents. Et pour ça, effectivement, il faut aller au match de basket, s'intéresser peut-être un petit peu à ces jeux vidéo. Ou, voilà. C'est ça. Et ça c'est nous pas apporte quelque facile, chose. ça. Non, certes. Parce que déjà, nous, en tant que parents, d'aller s'intéresser à nos enfants, donc on le fait, mais parfois ça nous coûte. Donc j'imagine qu'en tant que grand-parent, quand tu es déjà un petit peu plus éloigné, peut-être... Voilà. Flemme, et puis en tout cas, voilà, ça quoi. demande la curiosité et c'était super intéressant cet épisode. Enfin, vraiment, plus on y réfléchit et plus je me dis, mais quelle richesse. Ouais. Vous avez parlé de la différence des valeurs, on en parlait tout à l'heure avec les yaourts et des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on fait quand les valeurs aller plus loin. Humaines, voilà, plus loin, vous avez parlé de politique, qu'est-ce que tu fais quand t'es de gauche et que tes beaux-parents sont d'extrême droite ou de droite ou un peu durs et tout, mais ça qu'est-ce peut que arriver beaucoup. Qu'est-ce que tu fais quand tu laisses tes enfants là-dedans et tout? Eh oui. Elle a dit un truc, elle a dit en gros, calme-toi Lucille. Si vous êtes par exemple parent et que les beaux-parents sont un peu vénères et qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs de vie, c'est un peu comme les yaourts. C'est pas grave. Allez, mettez vos enfants, chez vos parents fachos, ou chez vos parents gauchos, peu importe quel que soit le bord, s'il n'est pas du vôtre, c'est pas grave. Elle dit, le parent est là pour rééquilibrer. En fait, tu récupères tes enfants. Les enfants, ils ont un référent, une chapelle, c'est les parents. Et ils sont tout à fait capables de comprendre que papy, il est un peu vénère là-dessus, mamie, elle est un peu vénère là-dessus, et que la vérité, elle n'est pas forcément chez eux. Faut se détendre, elle a dit. Faut se détendre, Lucille. Mais je suis détendue, je m'imaginais plutôt dans dans d'autres familles. Enfin, tu vois, tout peut exister. Et voilà, comment est-ce que tu fais pour le gérer et se détendre Je pense encore une fois que c'est pas forcément facile. Non. Mais ce qu'elle dit, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est positif. C'est que en fait, l'enfant, déjà d'une part, il est très adaptable. Il voit beaucoup plus facilement que nous qui avons peur et sommes inquiets des valeurs qui peuvent lui être soumises et auxquelles il peut être exposé. En fait, il fait la part des choses. Et c'est le parent qui reste le référent. Donc au final, comme pour les yaourts, vas-y. La différence, elle dit de toute façon, la différence, elle est partout. Et la différence, c'est une richesse. Voilà. Donc si ton enfant, il sait pas faire la différence entre telle ou telle valeur, tu peux non, rien. mais en fait, finalement, le discours, c'est que finalement, l'enfant sait pertinemment et très vite et très tôt faire cette différence. Et Mais en fait, on n'a pas besoin de les surprotéger. Mais non. Et puis, il n'y a pas besoin ça, de le fond nous. du discours. On l'éclaire pas. Ils savent. Si ton enfant, il a envie de venir, d'avoir le point levé, il aura le point levé. S'il a envie d'être aigri à 15 ans, il sera aigri à 15 ans, en fait. C'est pas... Tout à fait. Donc finalement, il faut leur faire confiance tout en leur mettant un cadre d'équilibre. Ouais, exactement. Et c'est toi et c'est les parents qui rééquilibrent. Tu as parlé, tu voulais parler, moi je trouve ça hyper intéressant du fait de ne pas devenir grand-parent parce que parfois on n'a pas envie d'investir ce rôle et puis parfois, vous le disiez aussi, les générations les plus jeunes ne se projettent pas dans la parentalité et donc il va falloir se préparer peut-être à l'idée que nos enfants nous disent « mais moi je veux pas être parent en fait ». Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui disent que la parentalité n'est pas un passage obligé. Ouais, la natalité est clairement en déclin, en France en tout cas en ce moment. On le voit aussi dans d'autres pays comme en Italie, en Corée du Sud, en Allemagne. Alors,
En off, à la fin de l'interview, quand on avait coupé, Sophie nous a quand même dit son ressenti futur que cette dénatalité allait revenir, en fait, se calmer et que la natalité allait reprendre. C'est plus qu'un ressenti, c'est le fruit d'une observation de courbe démographique sur le long terme qui dit qu'en gros, c'est un cycle de baisse de la natalité, mais qui revient. Ça va revenir. Voilà. Ça va revenir. Mais ça n'empêche pas de se poser des questions. Et cette question, moi, je la trouve hyper intéressante parce qu'il y a plein de jeunes aujourd'hui qui disent, soit par conviction, soit par rejet d'un système et de reproduction, de dire... Écologie aussi, éco-anxiété. De se dire, moi, je ne serai pas parent, donc peut-être que nous, on ne sera pas grands-parents, du coup, par conséquent. Et là, elle a des très belles expressions. Elle a dit, mais c'est pas grave. Puisqu'encore une fois, quand on devient plus vieux, ce qui est important, c'est d'être utile. Tu seras peut-être pas grand-mère, mais par contre, tu peux être grand-mère de la vie. Et donc trouver au sein d'autres lieux, d'autres endroits, de ton immeuble, de ton quartier, une activité, encore une fois, une implication et une utilité. Grand-mère de la vie, trop beau. Soyez la grand-mère de vos voisins, s'ils le veulent, évidemment. Je vous ai fait des cookies. Allez, relou. Moi, je suis pas sûre que si une grand-mère vient à ma porte m'apporter des cookies, je pense pas que je les trouverais relous, tu vois. Je pense que je serais très contente. Hyper sympa. Exactement. Et impliquer et se projeter comme ça, comme une grand-mère ou un grand-père de la vie, je trouve ça hyper beau. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Alors, encore une fois, ça demande de l'adaptation, ça demande aussi une réflexion, et aussi un choix. Voilà, c'est toi qui es acteur de ta santé, de ta longévité, ton choix de continuer à t'impliquer avec les autres. C'est très, très beau. Ça peut être du bénévolat, différentes façons comme ça, d'apporter de la vie et de l'expérience à son entourage. Elle a eu cette punchline et qui regroupe aussi ce que tu dis souvent, toi, et qui est un peu l'ADN de ce podcast aussi. Elle a dit « Bien vieillir, c'est se sentir utile jusqu'à la fin de ses jours ». C'est beau. Moi, l'utilité, je trouve ça très beau, en fait. Le don, je trouve ça très, très chouette. Je suis tout à fait d'accord. C'est très beau. Bien vieillir, c'est se sentir utile jusqu'à la fin de ses jours. Voilà, Et vous avez terminé sur cette formule aussi que j'ai trouvée sublime. Et c'est pour ça que j'ai adoré cet épisode, parce qu'encore une fois, le grand-parent éclaire tellement de choses. Et nous, quand on regarde nos parents, qui sont désormais des grands-parents, je trouve qu'on comprend et on découvre plein de choses sur soi. On observe ses enfants différemment. On regarde nos parents aussi différemment parce qu'ils sont autrement, où on retrouve ce qu'ils ont été. Bref, c'est un endroit extraordinaire, la grand-parentalité. Et vous avez parlé de l'hymne familial et de l'importance de réfléchir à l'hymne familial. L'hymne familial, ce serait en fait, grosso modo, si on devait écrire la chanson de notre famille, ses valeurs, ce qu'on a envie de transmettre et de partager, qu'est-ce qu'on mettrait dans cet hymne. Et donc, imaginez, en fait, au même titre qu'un hymne peut définir un pays, qu'est-ce qu'on aimerait dire de ce qu'on a envie d'être, de représenter au sein de notre famille. J'ai trouvé ça très, très beau. Ouais, c'est vraiment très beau. Il faut se demander ce qu'on a envie de mettre dans l'hymne de notre famille. J'y réfléchis et je pense qu'il faut le faire assez tôt. Parce que là, tu vois déjà à 14 ans, y réfléchir, ça demande qu'à un moment donné, ton adolescent soit bien luné sur ce moment-là où tu lui parles. Mais ouais, c'est vrai que c'est très beau. En tant que parent, en tant que grand-parent, qu'est-ce qu'on a envie de chanter, en fait, si on devait chanter notre famille, en fait? Quelle valeur on a envie de transmettre? C'est trop beau. Et c'est les grands-parents qui pensent ça, c'est les parents qui pensent ça. Et c'est en entendant son hymne familial qu'on grandit. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça, encore une fois, ça demande énormément de communication et de prise de recul et de décharger aussi certaines relations parents-enfants et aussi frères et sœurs parfois, parce que finalement, dans les grands-parents, tu as plusieurs enfants, donc plusieurs sortes de petits-enfants. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est vrai qu'il y a plein de chapelles au final. Voilà, ça demande quand même une prise de recul énorme sur les relations interpersonnelles, d'accepter de ne pas être aimé parfaitement aussi, d'accepter d'être différent. Et ce livre d'ailleurs que je vous recommande, Le courage de ne pas être aimé, de 2 philosophes japonais, qui est vraiment un livre qui m'a fait énormément de bien récemment. Et ça demande de prendre vraiment beaucoup de recul et d'être moins dans un truc un peu direct, automatique. Moins d'automatisme, plus de recul. C'était très beau et en même temps, je suis pas sûre que tout le monde arrive à ça dans la grand-parentalité, quoi. Ouais, non, c'est sûr. En fait, on peut prendre une grand-parentalité ultra sage et
tant mieux que Grand Mercredi existe et qu'elle explore tout ce sujet-là, parce que j'ai pas l'impression que ce soit, en tout cas quand j'en entends parler avec beaucoup de mes amis, famille, mes cousins qui me racontent les histoires de grands-parents, c'est quand même pas la majorité des cas. Ouais, c'est souvent plutôt chiant plutôt qu'une sorte de réjouissance. Voilà, et moi, exactement. c'est ce que j'ai aimé dans cet épisode, c'est que je me suis dit, D'explorer au sortir de différemment. ça, mais c'est que la grand-parentalité, c'est l'occasion d'être encore meilleur que ce qu'on a été en tant que personne, en tant que parent. Là, on a un nouveau terrain, une nouvelle vie finalement qui s'ouvre pour être meilleur et puis plus tourné vers les autres. C'est une occasion en tant que parent de regarder ses parents différemment, de leur offrir une autre place. Moi, quand je suis sorti de cet épisode, j'ai écrit des messages à ma mère, à la grand-mère maternelle de mes enfants, juste pour leur donner des nouvelles. Et en fait, c'est rien. Mais ça, plus ça, plus ça. C'est beaucoup. Ouais, et puis ça fait qu'il se passe un truc pour tout le monde, en fait. C'est vraiment une clé de voûte, le grand-parent. Pour les gens, c'est vraiment une chance. Ça fait un peu vieux con de dire ça, mais moi, je me l'étais jamais dit, mais c'est une chance d'avoir encore un grand-père, une grand-mère, et même si on est entre les deux, c'est un truc à cultiver. Et il faut les prendre en tant que tels. Ouais. Bel épisode. Magnifique épisode, j'espère que vous aussi ça vous a intéressé. Quel est votre rapport avec vos parents, vos grands-parents, les grands-parents de vos enfants, la grand-parentalité en général? Racontez-nous en commentaire sur YouTube et aussi sur les podcasts, parce que vous pouvez commenter les podcasts désormais sur toutes vos plateformes d'écoute de podcasts préférées. Il peut y avoir des super anecdotes, c'est peut être drôle. Absolument. Merci beaucoup David aussi pour ton éclairage de ton côté, et on se retrouve la semaine prochaine dans Long Live. Salut!